interroger le ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de vous être rendu disponible si rapidement, parce qu'on était dans des délais un peu contraints, et je me rends compte que ça a dû demander quelques aménagements de votre agenda. J'ai quelques questions, dont certaines qui sont assez précises et assez rapides. La première, c'est, juste pour commencer par le côté le plus simple, c'est cette question des fonctionnaires britanniques. La première, c'est, est-ce que je voudrais savoir, est-ce que dans votre ministère, ou est-ce que votre ministère est concerné? A priori, les 1715 fonctionnaires qui ont la nationalité britannique et uniquement, parce que s'ils avaient la binationalité, il n'y aurait pas de souci, et qui est une extrapolation, en fait, de l'INSEE. Est-ce que vous avez dans votre ministère des fonctionnaires britanniques et est-ce que vous avez un moyen de les identifier? Parce que les 1715, pour l'instant, c'est un chiffre qui est utilisé dans l'exposé des motifs, mais c'est une extrapolation d'une enquête de l'INSEE. Et la réalité, c'est que je comprends de plus en plus qu'on ne sait pas les identifier, qu'on ne sait pas où ils sont, qu'on ne sait pas les trouver. Donc, dans votre ministère, est-ce que c'est une question qui se pose? Je vais répondre maintenant. Je vous en pose, j'en pose plusieurs. Il va poser toute une série. Non, il y a toute une série de questions. Vous répondez au rapporteur. D'accord. Sur la zone de dédouanement dont vous avez mentionné, si je comprends bien, les Britanniques ont déjà identifié une zone particulière qui est un ancien aéroport militaire, une base militaire. Je voudrais savoir si nous-mêmes, on a identifié déjà géographiquement, précisément, où cette zone de dédouanement serait. J'ai du mal à trouver ou à comprendre exactement quel sera le coût au sens PLF, c'est-à-dire pas au sens Bercy, mais au sens PLF. Quelle est la préparation qu'on a sur les coûts afférents à tous ces changements-là? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de changements potentiels qui vont d'un réaménagement de la gare du Nord ou au changement de la gare du Nord, aux zones de dédouanement. Et en plus, on peut ajouter les coûts économiques potentiels, c'est-à-dire la baisse d'activité qui pourrait résulter de la conclusion. Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a une étude qui se fait sur des scénarios sur les coûts potentiels qu'on a en termes budgétaires annuels? Et est-ce qu'il y a une étude qui se fait sur la structure de cette contribution? Est-ce qu'elle sortirait d'un ministère, de plusieurs ministères? Comment est-ce qu'on la mettrait en place? Et le temps qu'il faut pour mettre en place? Alors, je me rends compte que ça dépend énormément de ce que les Britanniques font de leur côté, mais quelles sont nos analyses sur le temps qu'il faudrait pour mettre en place toutes les différentes mesures que vous avez mentionnées, à savoir la construction, les changements, douanes, etc. Alors je me rends compte que ce n'est pas précisément de votre domaine, mais il y a une question qui me paraît essentielle. Je pense que mon collègue Pierre-Henri Dumont sera d'accord. Il y a dans ce projet de loi une partie sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications. Il y a un sujet tout particulier à mon sens, qui est les accréditations du personnel des tunnels et des ferries, et qui doit être géré, pour le coup, ou j'espère qu'elle sera gérée de façon différenciée des qualifications professionnelles qui rentrent plutôt dans le domaine de la reconnaissance professionnelle pour les ressortissants britanniques ou des éventuels européens qui ont fait des études en France, au Royaume-Uni et ainsi de suite. Celle de l'accréditation pour que le tunnel fonctionne, pour que les ferries continuent à fonctionner et qui permet au personnel de faire des allers-retours entre deux frontières en fait toute la journée, il me paraît impératif qu'elle soit gardée de façon indifférente, quelles que soient les conclusions du Brexit, et de façon unilatérale de notre côté, en espérant que les Britanniques, qui a priori le feront aussi, de leur côté. Donc je voudrais juste savoir si vous avez des réflexions sur ça. Et finalement, c'est sur le coût budgétaire à nouveau, on en revient, c'est la conséquence économique. Donc les Britanniques ont fait toute une série d'études. La dernière est sortie récemment. En cas de non-Brexit, ils estiment qu'ils perdront 9 points de PIB sur les 10 ans qui suivent. Est-ce que nous, on a une réflexion... En cas de non-deal, oui. Est-ce que nous, il y a une réflexion qui se fait sur le coût potentiel par secteur, par région, sur le coût potentiel d'une aggravation des contrôles aux douanes et de problèmes, et avec des scénarios différents, avec des scénarios plus ou moins fluides, des délais de temps plus ou moins rapides pour mettre en place toutes les mesures qu'on doit mettre, et ainsi de suite. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas des réponses à toutes les questions parce que ça ne dépend effectivement pas tous de moi. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, Monsieur le rapporteur, la qualification professionnelle, je vous avoue bien volontiers que je ne le sais pas. Je veux bien m'en faire le porte-parole auprès de Madame la ministre du Travail et Monsieur le ministre de l'Économie, mais je crois que ce serait peut-être intéressant de leur adresser également les questionnaires que vous m'avez adressés. Je ne peux pas répondre, j'en suis désolé, à cette question. En revanche, sur les autres, vous évoquez le nombre d'agents. Bon, d'abord, j'ai compris, moi, que dans les 1715, qui sont effectivement une projection, il y avait aussi les franco-britanniques. Non, c'est que... Moi, je n'ai pas compris ainsi. Mais je comprends d'ailleurs que dans les 1715, il y a 2 douaniers
et ils sont tous les deux franco-britanniques. C'est des équivalents temps plein britanniques, voilà. Voilà. Donc bon, en tout cas, en ce qui concerne l'administration, nous commençons à faire ce travail, ce qui n'est pas évident, de dire à ces fonctionnaires de quelle nationalité vous êtes, comment, c'est un peu parfois un peu particulier. Donc pour les douanes, monsieur le directeur général des douanes a regardé, il y en a deux, et ils sont tous les deux franco-britanniques, ça ne changera rien pour eux. Et ils sont franco-britanniques, donc ils sont français, sauf s'ils souhaitent repartir en Grande-Bretagne, ce qu'on ne leur souhaite pas, parce qu'on souhaite les garder, si j'ai bien compris. Mais je vais faire la même chose pour la Direction générale des finances publiques. Il ne me semble pas qu'il y ait des agents, je ne le crois pas, des finances publiques qui seraient britanniques. Je n'ai pas eu ce retour, ou alors ils ont une double nationalité. En tout cas, si c'est le cas, je vous le communiquerai, bien sûr. Je voudrais dire à monsieur le rapporteur que on ne connaît pas exactement ce qui va, parce que ce n'est pas dans l'accord pour l'instant, ce qui va devenir de ces fonctionnaires. Le problème se posera pour tous les pays européens. J'ai compris que dans l'accord qui est entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, il y a des fonctionnaires britanniques au Parlement européen et que ceux-ci resteraient, malgré leur nationalité britannique, à la Commission européenne. Et donc je crois que nous avons sans doute des Français qui travaillent dans la fonction publique britannique ou dans son équivalent. Donc je crois qu'on a tout intérêt, en tout cas c'est la volonté du ministre de la fonction publique, une fois que nous connaîtrons le lien qui nous lieront avec nos amis anglais, à discuter intelligemment pour qu'il n'y ait pas de drame personnel et professionnel et que chacun puisse garder ses agents publics. Je le dis, c'est ma position personnelle, on verra bien ce que sera la négociation, mais je ne crois pas qu'il y ait de problème particulier sur ce point, si ce n'est qu'il faut qu'on se mette d'accord intelligemment. Sur les zones de dédouanement. Au Havre, il y a peu de sujets. À Dunkerque, il faut 25 millions d'investissements dans le port de Dunkerque pour faire cette zone de dédouanement. C'est prévu, nous sommes établis, on connaît le lieu, c'est un port d'État. Je pense qu'il n'y a pas tellement de sujets, si ce n'est que nous devons avancer, notamment avancer en termes de processus numériques qui aident nos amis douaniers à mieux travailler. Pour Calais, les choses sont un peu plus compliquées. D'abord parce qu'il y a beaucoup de marchandises, comme je l'ai dit, et parce qu'il y a deux sites. Il y a aujourd'hui la possibilité de 2 lieux de dédouanement. Il y a un lieu que propose, grosso modo, je fais très vite, la maire de Calais, qui est présidente de l'agglomération du Calaisis, en lien avec le département qui est manifestement propriétaire par l'intermédiaire d'un établissement public ou d'une SEM, je ne sais plus très bien, qui s'appelle le territoire Tinsem. Bon voilà, territoire 62, d'un site que j'ai visité, qui a l'avantage d'être à l'embranchement de 2 accès d'autoroute, enfin après 5 échangeurs cependant, donc ça pose un certain nombre de problèmes de suivi de ces camions, mais c'est un lieu qui est grand, auquel on peut aller assez vite, qui permet d'accueillir à la fois la douane et l'agriculture. Encore une fois, ça pose juste la question de savoir si la Commission européenne nous autorise à regarder à l'intérieur de nos frontières le point qui devrait être contrôlé juste au point de contact de la frontière. Bon. Je crois que le pragmatisme devrait l'emporter. En tout cas, nous le défendrons. Mais ce qui est certain, c'est que pour le 29 mars, nous ne pourrons pas le faire. On ne pourra pas aménager pour le 29 mars cette zone, ni obtenir l'autorisation de la Commission européenne. Ce n'est pas si grave. C'est-à-dire que comme je me prépare au fait qu'il y ait un Brexit dur, c'est-à-dire pas de deal, dans le port de Calais, nous aurons l'occasion de faire un certain nombre d'aménagements, peut-être de fortune, mais qui fonctionneront la première année, va-t-on dire rapidement, pour faire ces contrôles de dédouanement. Pardon ? C'est la possibilité de faire très vite, comme font les élus lorsqu'ils ont très vite une difficulté. En général, ils font des choses assez rapides. La célérité, c'est notre spécialité. Et puis, vous avez un terrain que propose la société Eurotunnel pour à la sortie du tunnel de Calais. Bon. Alors, est-ce que l'État doit prendre 2 terrains ? La vérité me pousse à dire, monsieur le rapporteur, que la société Eurotunnel propose un terrain gratuit. Les élus du Calaisis proposent un terrain payant. Bon, je suis aussi ministre des Comptes publics. Je négocie, voilà, en ce moment même. D'ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais, ce soir, mon cabinet, d'ailleurs, voit de nouveau le préfet du Pas-de-Calais et le préfet de région Lalande, qui est le préfet coordinateur pour la région des Hauts-de-France et qui connaît bien cette question. Nous travaillons, on trouvera la solution la plus intelligente, à la fois pour les finances publiques et pour l'efficacité du territoire, avec évidemment tous les acteurs. Mais je n'ai pas tellement de doutes sur la façon dont les choses vont fonctionner et bien fonctionner, même si dans le temps, je distingue l'immédiat 29 mars, dont on ne sait pas très bien si ce sera la date fatidique ou non, mais pour l'instant on s'y prépare, à grosso modo l'horizon du début 2020. Monsieur le rapporteur.
Troisièmement, le coût. Ben, moi, j'allais vous faire une réponse anglaise. Tout dépend du pont de la Tamise duquel vous me parlez. Parce que ça dépend de l'accord que nous avons avec nos amis britanniques. Aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, mais monsieur le coordinateur, peut-être coordonnateur ou coordinateur, je ne sais plus quel est son titre exact, pourrait d'ailleurs vous dire quel est son premier process, mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude dans l'appareil d'État. D'ailleurs, ça pourrait être une idée. On pourrait imaginer demander aux administrations de le faire. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre le vote le 12 décembre du Parlement britannique, demander à l'inspection des finances et à d'autres corps d'inspection de réaliser cette étude en lien, peut-être, pourquoi pas, si vous le souhaitez, avec le Parlement. Ça, je ne m'appartiens pas d'en décider. Du coût total du Brexit. Il y a sans doute des coûts cachés, notamment des gens, quand je vous dis on a 700 douaniers en plus et que ça coûte 30 millions par an, il y a plein de douaniers aujourd'hui qui ne s'occupent pas du Brexit, mais qui vont s'en occuper demain. Donc il y a des équivalents temps plein que l'on paye aujourd'hui qui vont s'en occuper. Donc quelle est votre question? Est-ce que c'est en plus ou est-ce que c'est en tout? Bon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour mon administration, et grosso modo pour les 2 ans qui viennent, je comprends que c'est 70 millions d'euros pour l'aménagement des lieux, l'investissement dans les process numériques innovants, parce qu'on travaille avec des startups d'État sur ce point, et des choses qui sont très intéressantes à suivre et qui permettent aux douanes d'ailleurs de s'améliorer, et aux équivalents temps plein qu'on paye. Mais comme le dit le président Bourlange, c'est sans doute un chiffre qui est très minime. Et puis il y a beaucoup de choses qui ne sont pas payées par l'État. Les ports, la région des Hauts-de-France, la région Normandie, les sociétés elles-mêmes, elles vont prendre un certain nombre de dispositions qui vont coûter. Et alors, le coût total du Brexit n'est pas le coût total pour l'État. Et d'ailleurs, on peut imaginer qu'une partie de ces collectivités locales ou de ces entreprises vont se retourner vers l'État pour dire bon, ben voilà, maintenant il faut payer. Bon. Donc, oui, mais non. Non, mais oui, on verra bien. Mais si les régions n'ont pas choisi le départ de la Grande-Bretagne, avouons que la France non plus. Donc, on aura ces discussions et j'ai commencé à l'avoir avec un certain nombre de personnes. Il se trouve qu'à Calais, qui est un port régional, un certain nombre de choses ont été faites. Le président de région m'a écrit pour que nous puissions participer à la capitainerie du port de Calais pour le coût total de 8 millions d'euros, sachant que l'État auparavant n'avait pas aidé le port de Calais. Et en même temps, le gouvernement a proposé un amendement qui permet au port de Calais, à sa société gestionnaire et donc à la collectivité régionale de ne pas payer une partie de ces taxes, et notamment de taxes qui sont grosso modo des taxes qui reviendraient aux collectivités. Ça, c'est la région qui du coup a des recettes en plus. Donc nous avons une négociation pour savoir ce qui à la fin doit être payé par l'État ou ne doit pas être payé par l'État. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est 30, 20, 50, 30 millions pour les équivalents temps plein des 700 douaniers qu'on recrute en plus. 20, c'est le montant de l'argent en plus que l'on met aux douanes pour faire face aux procédures de dédouanement nouvelles. Et 50, c'est le coût des aménagements des ports de Dunkerque, du Havre et de Calais dans un premier temps pour faire ces contrôles dès le 29. Vous m'avez posé la question également des conséquences économiques. Bon, sur ce point, moi je ne peux que vous répondre sur les conséquences négatives qu'aurait un contrôle douanier mal fait. Quand je dis un contrôle douanier, c'est un contrôle douanier avec le contrôle agricole. Si nous ne sommes pas intelligents, rapides, efficaces et avant-gardistes. Je comprends, sans être douanier moi-même, mais je le deviens, je comprends que c'est entre maintenant et demain 4 formalités douanières que nous faisons en plus. Les formalités douanières ne veulent pas dire des contrôles douaniers, mais ce sont des formalités supplémentaires. Et je comprends que si nous devions arrêter tous les camions, tous les conteneurs, c'est grosso modo 2 minutes en moyenne. Alors ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des moments où ça se passe bien, puis au revoir circuler. Que fait un douanier? Il regarde la plaque d'immatriculation du véhicule, il a un certain nombre de choses qui l'aident techniques, un chien, un scanner, pour savoir s'il y a des problèmes à l'intérieur. Puis il y a aussi son flair, le fameux flair du douanier. Parfois, il est, à chaque fois que je vois une affaire, je demande au directeur général des douanes qui l'a faite. Est-ce que c'est le chien? Est-ce que c'est le scanner ou est-ce que c'est le flair du douanier? Je constate que le flair humain est quand même très haut dans la probabilité de... Bon, parfois, et je le dis devant votre commission, même s'il est retranscrite et je ne peux pas rentrer dans le détail, il y a un service de renseignement douanier qui s'appelle la DNRED, avec des moyens extrêmement efficaces. Il fait partie d'un des 5 services du renseignement autour du président de la République. Il a des moyens extrêmement forts d'intervention et parfois un certain nombre d'affaires sont faites par un certain nombre d'actions qui relèvent des services spéciaux de notre pays. Donc je ne rentrerai pas plus dans le détail, je le ferai bien volontiers lorsque une audition pourrait ne pas être publique. Mais nous avons tout un tas d'aspects qui nous permettent de sélectionner. Mais si nous faisions ce contrôle et que si ce contrôle durait en moyenne ce qui dure les contrôles, ça durait 2 minutes. 4 millions de containers contrôlés à 2 minutes, vous aurez compris que nous avons emboli
l'intégralité, sans doute, de la région des Hauts-de-France en le faisant. Donc la conséquence économique de ça, je ne l'ai pas mesurée, monsieur le rapporteur, mais elle est énorme. Et il est à peu près certain que dans un premier temps, il n'y aurait pas de fuite vers Anvers et vers Rotterdam, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas les mêmes modèles économiques. Que proposent les ports flamands? Ils proposent le fait qu'un camion anglais arrive, avec un chauffeur britannique, on met le conteneur sur comment dirais-je, le bateau, et quand le conteneur arrive à Anvers, à Rotterdam, il y a un autre chauffeur qui récupère ce conteneur. Le modèle français, c'est pas ça. C'est le chauffeur britannique va dans le bateau ou va dans le tunnel. Donc, dans un premier temps, il ne peut pas y avoir de fuite vers Anvers et Rotterdam parce que ça demande des process logistiques très différents. Mais dans un second temps, le capitalisme s'habituant, si on sait qu'à Calais ou au Havre ou à Dunkerque, il y a des bouchons qui font qu'on met 7 heures pour passer la frontière, évidemment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les Flamands tout pragmatiques qu'ils sont, ils changeront leur modèle et proposeront une solution différente qu'ils proposent aujourd'hui. Donc c'est évidemment très essentiel de réussir cette chaîne logistique. Et je ne connais pas la conséquence économique. Cependant, je voudrais attirer votre attention et celle de votre commission. Je suis très inquiet de la façon dont les entreprises françaises s'intéressent à ce sujet. Nous faisons, et je peux en témoigner, énormément de communication. Je fais moi-même des réunions avec les entreprises françaises. Dans la propre région des Hauts-de-France, voilà 15 jours, à la demande d'ailleurs des entreprises de ma région, j'ai demandé au directeur général des douanes d'organiser à Lille une réunion avec toutes les entreprises qui commercent avec la Grande-Bretagne. Et elles sont plusieurs centaines dans ma région. Il y avait moins de 30 personnes et avant le Brexit, avant l'accord, pour s'entendre avec telle ou telle personne. C'est moi-même, monsieur le président rapporteur, qui vais voir les grandes entreprises, notamment de spiritueux, parce que nous avons beaucoup de liens avec Grande-Bretagne, que ce soit les vins de Bordeaux, à La Rochelle, le cognac, où je me suis également rendu, ou récemment l'entreprise Pernod Ricard, qui a beaucoup d'échanges avec nos amis britanniques. C'est moi-même qui vais les voir pour dire, vous devez recevoir les patrons des douanes pour qu'ils expliquent à vos commerciaux et à vos chaînes logistiques comment ça se passe. Alors, c'était déjà pas tellement mobilisé avant, mais alors c'est plus mobilisé du tout depuis qu'on a annoncé qu'il y aurait éventuellement un accord. Alors c'est grosso modo, le Brexit ne peut pas arriver. C'est ce que je comprends du monde des affaires français. Je pense qu'il est urgent que le monde des affaires français comprenne que le Brexit peut tout à fait arriver, qu'il n'y aura pas de deuxième traité qui va arriver. Alors s'il y en a un, tant mieux pour la République, pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe, mais enfin pour l'instant ce n'est pas tout à fait prévu, et que manifestement il se peut même qu'il n'y ait pas de deal. Et que dans 6 mois, il ne peut y avoir de deal. Et que j'ai une impression, pour la première fois, si j'ose dire, dans ma vie de ministre, que l'administration est prête avant le monde de l'entreprise. Et ça, moi je le répète, je le répète, nous faisons beaucoup de campagnes de communication, on peut d'ailleurs vous échanger et vous mettre dans les boucles de toutes les informations qu'on fait. Il est important que les entreprises françaises, les 30 000 entreprises françaises se rendent compte qu'effectivement, il se peut tout à fait qu'il y ait un Brexit et que ce Brexit soit dur. Voilà. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui d'études économiques qui démontrent effectivement, ni nous, ni d'ailleurs le monde économique, me semble-t-il, les conséquences d'un Brexit. Ça dépendrait déjà beaucoup de quel est exactement ce Brexit et comment les douanes font leur contrôle. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est le fait qu'elles ne s'intéressent pas ou qu'elles croient que ça n'arrivera pas, alors que, bien sûr, nous sommes persuadés que cela va arriver.